Bonjour à toutes et à tous. On va donc effectivement chercher à savoir comment les usines nucléaires se réinventent. C'est le thème de notre table ronde. Pour remporter ce défi industriel du passage à l'usine du futur, l'industrie 4.0, l'usine connectée, quelle que soit la manière de la nommer. Une mutation, on l'a compris, plus qu'une révolution technologique, une réorganisation du mode de production, un nécessaire partage d'informations dans une industrie traditionnellement plutôt secrète, en tout cas perçue comme telle. Et puis surtout la nécessité d'emmener dans ce mouvement les équipes, les femmes et les hommes, et de ne laisser personne sur le bord du chemin. Au cours de cette table ronde, on va entendre des témoins qui vivent déjà cette mutation et nous expliqueront comment ça se passe concrètement dans leurs entreprises, dans leurs usines, à leur niveau, au niveau de leurs équipes. Ils nous expliqueront ce qui a été fait et ce qui reste à faire pour atteindre les objectifs. Je vous les présente. Grégory Heinfling, à ma gauche, directeur du CNPE Flamanville 3, EDF donc. Damien Lovera, voilà, qui est ici, directeur du segment nucléaire Bocard. Jean-Christophe Patou, vice-président à l'excellence opérationnelle Orano. Et puis Madame Nathalie Masson, chef de projet système d'information industrielle chez Framatome. Un petit mot sur le timing de cette table ronde qui est prévue pour durer 1 heure. Les 20 premières minutes seront consacrées à une présentation des points de vue de chacun. Ensuite, une séquence d'échanges entre ces intervenants. Et puis, les 20 dernières minutes seront consacrées aux échanges avec la salle. Un micro circulera dans le public. Vous pourrez poser vos questions à nos intervenants. Commençons avec EDF et ses centres nucléaires de production d'électricité. Avec vous, Grégory Heinfling. Vous venez donc de Flamanville, vous êtes directeur de FLA 3. Vous serez le premier démarreur de l'EPR français. Et c'est une chance de vous avoir avec nous. Rappelons, Grégory, le programme lancé en 2015 par le gouvernement français, Emmanuel Macron était alors ministre de l'économie, et qui s'appelait Industrie du futur. En quoi consistait brièvement ce programme et surtout comment il s'applique au parc existant de CNPE? Et puis j'imagine que vous nous direz comment il s'appliquera à l'EPR. Alors comme l'a bien décrit Philippe Varin, l'industrie du futur ou usine du futur, hein, c'est tout simplement une démarche qui vise à moderniser les outils industriels en s'appuyant sur les nouveaux outils numériques disponibles ou les briques technologiques qui arrivent à disposition, qui arrivent à maturité régulièrement. Alors, ce qui est très important, c'est que usine du futur ne veut pas dire usine toute neuve, ne veut pas dire nouvelle usine. Et au contraire, ces concepts et ces outils s'appliquent vraiment et très particulièrement bien au parc nucléaire existant. Et je dirais dans sa démarche permanente de réexamen et de maintien au plus haut niveau de sûreté. Alors très concrètement, aujourd'hui, ça ne se passe pas par une démarche descendante. Hein, c'est pas quelque chose qui se passe dans les états-majors. Il y a un très fort appui de la R&D, bien sûr, mais cela se passe essentiellement vraiment dans les centrales, dans les équipes de conduite, dans les équipes de maintenance, dans les bureaux d'études et dans les ateliers, y compris de nos partenaires, de nos fournisseurs. Alors, je dirais tel qu'on le vit. Les transformations qui nous font vraiment faire des steps d'amélioration se produisent sur 5 composantes majeures. La première composante, je dirais que ça touche vraiment au rôle que l'on fait jouer aux femmes et aux hommes dans nos centrales. On fait par exemple de plus en plus appel aux procédures informatisées pour les rondes de nos équipes de surveillance. On va utiliser la réalité augmentée, hein, tout simplement par l'outil qu'est la tablette numérique ou même de plus en plus des lunettes type Google Glass qui amènent de l'information augmentée et qui permettent aux personnes chargées de contrôler des équipements d'avoir les informations les plus ajustées sur l'équipement et les plus à jour sur l'équipement qu'ils doivent contrôler. Ça fonctionne aujourd'hui. Hein. Ça fonctionne aujourd'hui. Et tout ça, tout ce que je vais vous citer, ce sont vraiment des choses qui sont déployées, qui sont utilisées. Tout ce qui est, comme ça se passe vraiment sur le terrain, comme ça se passe dans nos équipes, au plus près des matériels, tout ce qui est du domaine du gadget est essayé et est éliminé tout de suite par nos équipes. Elles n'en veulent pas et c'est pas la peine d'insister. Par contre, ce qui marche est tout de suite utilisé, tout de suite déployé dans l'usine et déployé après très rapidement dans toutes les centrales.
On va utiliser même des casques enregistreurs qui permettent de remonter sur les matériels, de remonter au niveau où doivent se faire les analyses, les informations les plus justes et les plus précises dont auront besoin nos ingénieurs ensuite pour analyser, faire le diagnostic du matériel. Donc ces technologies-là, elles permettent à nos hommes et nos femmes qui sont vraiment sur le terrain, à nos agents de terrain, à nos rondiers, à nos opérateurs, d'être vraiment concentrés sur leur rôle de surveillance et de contrôle des matériels. Ils sont complètement délestés de toute la recherche de documentation, ils sont délestés de toute la traçabilité qui se fait automatiquement par ces procédures automatisées. Alors un autre point vraiment très très important sur lequel on fait vraiment un step énorme en ce moment, c'est sur la formation. Donc on va faire appel naturellement à la réalité virtuelle pour cela, sur essentiellement aujourd'hui concrètement 2 champs. Donc les maquettes numériques 3D dans lesquelles on peut complètement s'immerger et qui permettent de préparer des opérations de maintenance complexes dans des zones parfois de géométrie complexe et de se préparer directement à faire le geste le plus sûr, à faire bien du premier coup avec un geste sûr et en toute sécurité. Donc ça c'est un premier outil qui est déployé sur nos centrales. Et également un outil qui nous fait faire un step énorme en termes de sûreté, ce sont les simulateurs de commandes numériques. Donc ce sont des simulateurs pleine échelle et qui, contrairement aux simulateurs que l'on avait avant, qui étaient des simulateurs qui utilisaient les mêmes matériels qu'en salle de commande, c'est-à-dire des matériels souvent analogiques, leur mise à jour était compliquée, elle était lente et on ne pouvait pas facilement multiplier ces simulateurs. Aujourd'hui, avec ces simulateurs de commandes numériques, on est vraiment exactement dans l'environnement d'une salle de commande, on s'y croirait. Quand on est à 3 mètres, on a l'impression qu'on peut toucher le papier des enregistreurs, alors que c'est comme des immenses iPads que l'on a devant nous, en fait. Et ça nous permet vraiment de multiplier les formations en particulier réactives et au plus près des interventions. Donc nos opérateurs sont vraiment prêts à réaliser les gestes justes beaucoup plus facilement. Et ils travaillent sur un outil qui est constamment à jour, complètement conforme à la configuration réelle de la tranche. Donc là-dessus, on fait aujourd'hui un step très important. Un autre champ d'utilisation de ces nouvelles technologies, c'est les contrôles du fonctionnement de nos matériels, de nos installations. Donc là, on utilise tout ce qui est capteur mobile pour des équipements qui n'avaient pas été instrumentés à la conception il y a longtemps, dont le câblage de l'instrumentation était compliqué. Maintenant, on vient poser un capteur, l'information est remontée par Wi-Fi. Et ça nous permet vraiment d'avoir des informations en temps réel et en continu de nos matériels. On utilise des caméras thermiques pour le contrôle des points chauds, des caméras pour le contrôle des chantiers en continu. Un point sur lequel vraiment là, et ça je l'ai vécu personnellement à la DIPDE à Marseille, concerne la conception des modifications de nos centrales, que ce soit des modifications à vocation d'amélioration de sûreté ou des améliorations de performance. On utilisait avant, dans le cas des centrales les plus anciennes, des plans, des vieux plans papier, sur lesquels on avait déjà beaucoup travaillé, sur lesquels il était très difficile de se faire une représentation 3D de l'installation et de se faire une représentation en particulier vraiment conforme à l'état réel de la tranche, puisqu'elle avait beaucoup de vécu, beaucoup de coffrets électriques ont été installés par exemple. Et donc on faisait dès la conception parfois un certain nombre d'erreurs ou d'hypothèses qui devaient être corrigées en temps réel sur la réalisation, ce qui pesait énormément sur les performances d'arrêt de tranche. Donc on bénéficie aujourd'hui des technologies de relevé laser et de photogrammétrie 360 degrés sphérique, et on a pu reconstituer très rapidement et finalement à un coût très faible des modélisations numériques complètes, donc des jumeaux numériques, en tout cas en termes d'installation, de nos centrales, donc soit sur des zones très localisées, et on est en train petit à petit de constituer des jumeaux numériques de l'ensemble de nos centrales. Et ça nous permet de faire une conception juste, optimisée dès le départ. Et ça se traduit par vraiment, aujourd'hui, des améliorations de performance significatives sur les arrêts de tranche. Un point également important, un autre champ, est-ce que je n'ai pas trouvé de meilleur terme que l'organisation partenariale. Donc on utilise des outils de gestion de configuration qui nous permettent, donc par la connexion de bases de données entre elles, d'assurer en permanence la cohérence entre l'installation matérielle, la programmation contrôle-commande et les données système. Donc ça, c'est quelque chose qui nous permet d'avancer et de faire beaucoup mieux du premier coup, d'éviter énormément de re-engineering.
On y injecte ce qu'on appelle l'ingénierie des exigences, qui nous permet de distribuer à nos partenaires qui n'ont plus à devoir ouvrir les contrats, les cahiers des charges, tout relire, interpréter et faire forcément des potentielles erreurs d'interprétation. Les exigences sont transmises sous forme de données numériques. Et elles sont transmises, y compris jusqu'à l'utilisateur final, c'est-à-dire nous, exploitants. Un dernier point peut-être ? Un dernier point concerne la logistique. La logistique aujourd'hui se développe de plus en plus la géolocalisation. Donc au lieu d'avoir des accès, des locaux, des bâtiments repérés par des numéros, les intervenants, que ce soit EDF ou nos partenaires, arrivent avec une géolocalisation sur tablette numérique, ce qui leur permet d'être beaucoup plus efficaces. Et également, l'étiquetage électronique permet également d'assurer une meilleure gestion aujourd'hui de nos magasins. C'est ce que disait Philippe Varin tout à l'heure. Tout ce qui bouge a une puce RFID. Tout à fait. Très bien, merci pour cette première exposition. Jean-Christophe Patou, vous êtes vice-président à l'excellence opérationnelle chez Orano. Vous pouvez nous présenter brièvement le périmètre, les usines Orano existantes, notamment en termes d'activité, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qui s'y fait, mais aussi d'implantation, qu'on ait une petite idée. Oui, alors effectivement, bonjour à tous. Orano, c'est un nom relativement récent, on s'est transformé récemment. Alors, Orano, ça regroupe les activités du cycle du combustible. Donc ça regroupe les mines, la chimie et l'enrichissement, le recyclage, la logistique, le démantèlement et les projets associés. Sur nos 16 000 collaborateurs, on en a à peu près la moitié qui travaillent dans nos implantations industrielles. Alors nos implantations, on a 4 grandes usines en France. On a l'usine de La Hague, qui fait du retraitement de matières nucléaires. On a l'usine de Mélox, près d'Avignon, qui fabrique du combustible MOX. On a 2 grandes usines chimiques, Tricastin et Malvézy, qui font de la conversion et de l'enrichissement de matières nucléaires. On a des usines mécaniques un peu plus petites, qui fabriquent des pièces pour nos installations ou pour nos conteneurs. On a également, et là c'est à l'étranger, des usines chimiques auprès de nos mines d'uranium, que ce soit au Niger, au Kazakhstan, au Canada. Et puis on a quelques implantations de services au plus près de nos clients à travers le monde. Alors, merci. Ces usines dont vous parlez, est-ce qu'elles vont devenir des usines du futur? Comment ça se passe chez Orano? Je dirais que ce sont déjà des usines du futur. On est déjà rentré dans la révolution 4.0. C'est quelque chose qui nous passionne. On est convaincu que ça va nous amener énormément de valeur très rapidement. Et on a déployé des applications dans tous nos domaines. Alors je vais vous citer quelques exemples. Il y en a déjà eu plusieurs cités par mon collègue. On a des applications en exploitation. On fait par exemple, dans notre usine de Malvézy, notre usine chimique de Malvézy, du data mining pour optimiser les procédés de nos fours. On a également des exemples en intervention. On utilise de plus en plus des drones, plutôt que d'utiliser des hélicoptères ou des échafaudages. Alors, on peut utiliser des drones en extérieur, par exemple sur nos champs miniers, à la fois pour faire de l'exploration ou pour aller récupérer les données, pour optimiser l'exploitation des champs miniers. Mais on utilise également des drones en intérieur. Cette fois-ci, c'est pour accéder à des zones plus difficiles d'accès ou avec de fortes radiations. On utilise également, alors ça a été expliqué précédemment, ces technologies en démantèlement, et notamment, là, je pense à de la réalité virtuelle. On fait des simulateurs pour préparer des chantiers complexes, pour éviter de faire des maquettes physiques, pour former nos équipes, et puis, comme ça a été dit, pour les préparer, pour répéter l'intervention jusqu'à ce qu'elle soit prête, et après intervenir en toute sûreté, en toute sécurité. On a également des exemples en exploitation opérationnelle, ça a été cité, on a également des capteurs connectés en Wi-Fi qui nous permettent de récupérer de l'information et puis finalement de piloter au mieux nos activités. On a également développé des exemples en intervention de crise. Je pense à notre force d'intervention nucléaire, la FINA, où on a développé un PC de crise connecté qui permet de récupérer et de communiquer en audio, en data et puis en vidéo également. Et puis on a également des exemples en ingénierie, et là je pense à de la réalité augmentée, ça a été cité. On a un processus qui s'appelle tel que construit, tel que conçu. Et puis plutôt que de vous l'expliquer, je vous propose de le regarder à travers une vidéo. Une vidéo très courte, ça dure 1 minute. Regardez, la réalité augmentée chez Orano. Nous utilisons la réalité augmentée chez Orano Projet depuis maintenant environ 1 an. Le cas d'usage sur lequel on est parti, c'est pour aider les inspecteurs à réceptionner leurs équipements et à vérifier que les équipements sont bien conformes avec ce qu'on avait conçu en 3D. Donc le principe est le suivant, on utilise une tablette dans laquelle on va charger la maquette 3D et au travers de la caméra de la tablette, on va filmer aussi l'équipement.
Et le logiciel qu'on utilise, qui s'appelle le Diota Player, va être capable de reconnaître les images qu'il voit au travers de la caméra et de superposer de manière dynamique et en temps réel le modèle 3D sur le modèle physique. Ainsi, l'inspecteur va être capable, au travers un peu d'un jeu d'essais erreurs, d'identifier les écarts entre le tel que construit et le tel que conçu. Pour nous, la prochaine étape, c'est aussi d'utiliser cette technologie pour le métier de la construction et ainsi de pouvoir vérifier que tout ce qui a été monté dans une installation est bien conforme avec ce qu'on avait modélisé dans la maquette 3D tout cœur des temps. Très bien, ah ben c'est très parlant, voilà, les images parlent. Les images parlent d'elles-mêmes. Jean-Christophe Patou, tout ce dont vous nous avez parlé, toutes ces transformations se font en écho avec la transformation elle-même de l'entreprise d'Orano, initiée depuis 2015. Oui. Donc c'est pas un projet isolé, on l'a intégré dans notre plan de transformation avec nos 3 priorités qui sont la création de valeur, l'innovation et l'excellence opérationnelle, parce qu'on pense, et ça a été évoqué en introduction par Philippe Varin, que pour réussir cette transformation, il faut changer les comportements, changer les modes de management, et que c'est à travers un projet de transformation qu'on peut y arriver. Alors, je voulais citer quelques exemples de points communs qui entre nos différentes démarches, et pour montrer combien elles sont cohérentes. Par exemple, dans le cadre de l'excellence opérationnelle, on essaye de développer des comportements qui favorisent la conduite du changement ou l'apprentissage. On essaye d'amener les gens plus sur le terrain, de travailler avec des données, de les vérifier, de tester, d'appliquer, etc. Et ça, c'est des comportements qu'on développe depuis plusieurs années chez Areva, chez Orano. Et c'est les mêmes comportements dont on a besoin pour finalement développer le digital dans l'entreprise. Autre exemple, on a besoin de données. On va sur le terrain pour récupérer des données en termes d'excellence opérationnelle parce que on veut clarifier les problèmes, on veut les traiter et puis après on veut mesurer nos résultats. Et ben, dans le digital, dans le 4.0, on a également besoin de données pour numériser, pour modéliser. Donc on se retrouve là-dessus. On essaye également de se centrer autour des préoccupations des hommes et des femmes de l'entreprise dans les démarches, que ce soit les démarches d'innovation, dans les démarches digitales, dans les démarches d'excellence opérationnelle. On vise à développer les compétences, on vise à coacher, on essaye de développer l'application, le droit à l'erreur, le test and learn fan, et finalement, toutes les démarches, elles sont basées sur les mêmes modes de management. On a également un projet de simplification chez Orano qui s'appelle GoSimply, où on vise à simplifier les pratiques, à simplifier les processus. Mais finalement, le digital, ça nous amène des ressources supplémentaires parce qu'on a accès de manière massive à des données, on peut les utiliser, on peut les numériser et on peut les utiliser beaucoup plus facilement. Donc ça nous aide. Donc, à travers ces exemples, ce que je voulais vous montrer, c'est non seulement que nos démarches, elles sont cohérentes, mais plus que ça, elles se nourrissent les unes des autres et c'est en les faisant vivre toutes en parallèle qu'on arrive à transformer notre entreprise. Pour terminer, vous nous parlez de l'usine du futur, connectée, les drones, les puces RFID, la réalité augmentée. Les hommes et les femmes, les équipes dans tout ça? Oui, alors on a parlé beaucoup de technique et effectivement... parce que l'usine du futur, ça reste des gens qui opèrent. Exactement. Et pour nous, c'est pas une démarche de geek ou d'expert. D'ailleurs, moi-même, je suis pas un expert des technologies. Nous, on est convaincus que le plus important, c'est d'être connecté aux besoins des clients et aux besoins des collaborateurs. Et donc pour ça, nos démarches, elles partent tous de la même méthodologie, c'est qu'on essaye de se connecter, de travailler avec les collaborateurs, de se connecter à leur réalité, de travailler avec eux. Alors ça nous aide aussi dans la conduite du changement parce que on n'est pas une industrie où le changement a été facilement implanté ces dernières années, donc ça rassure les gens de travailler avec eux directement. Ça nous permet aussi de trouver des volontaires pour tester nos nouveautés et puis effectivement après de démultiplier le plus facilement. Alors, je voulais donner quelques exemples. On essaye de développer des applications plutôt autour des missions des gens plutôt que de donner des applications puis après de réfléchir comment elles pourraient s'adapter. On est en train de développer ce qu'on appelle le chef de chantier digital, c'est de lui donner sur une tablette ou un téléphone toutes les données dont il a besoin, tous les modes opératoires, tous les processus pour mener ses chantiers, mais également ça lui permet de remplir en temps réel les contrôles qu'il a fait et puis les anomalies éventuelles qu'il a détectées. On a également des applications, ça a été évoqué pour nos rondes, des applications numériques. On développe également des formations digitales avec énormément de vidéos, des forums de partage, des quiz interactifs, et de plus en plus comme ça.
On essaie de se connecter aussi aux hommes et aux femmes parce qu'il y a un risque qu'on essaye d'éviter, c'est de digitaliser des gaspillages. Et donc, on essaye d'abord de travailler avec les gens sur leur processus, de les optimiser, de les améliorer, et après, on passe à la digitalisation. C'est quelque chose qui est important pour nous. Et donc, comme vous le voyez, on essaye de se connecter au plus près de nos collaborateurs. C'est pour ça que l'application de l'industrie 4.0, aujourd'hui, elle est portée par les équipes d'excellence opérationnelle et par les managers. Tout ça pour être au plus près de nos collaborateurs. Très bien, merci. Nathalie Masson, on va passer à vous si vous le voulez bien. Vous êtes chef de projet système d'information chez Framatome. Vous êtes à l'usine de Saint-Marcel, hein, entre Mâcon et Dijon, une usine de construction de composants lourds, on peut dire ça, voire même très lourds. Alors effectivement, on a plutôt l'habitude de nous situer en Bourgogne, les gens connaissent un peu plus. Donc, c'est parce que je suis lyonnais, alors moi, Mâcon, Dijon, c'est pour ça, mais effectivement, la Bourgogne. Donc effectivement, je représente l'usine Framatome de Saint-Marcel. Nous fabriquons les composants lourds du réacteur, donc générateur vapeur, cuve, pressu, mais aussi les couverts de cuve de remplacement et bientôt les branches du circuit primaire. Nous sommes une entreprise de 700 personnes et nous avons des compétences très diverses. Au niveau de nos ateliers, donc 39 000 m² d'ateliers, c'est quand même énorme. Et nous avons des compétences dans l'atelier en soudage, forcément, puisque l'assemblage des composants, c'est notre cœur de métier. En contrôle, en chaudronnerie aussi. Voilà. Et au niveau des bureaux, ce qu'on appelle les bureaux, donc on a toute l'ingénierie, puisqu'il faut savoir que sur Saint-Marcel, la partie ingénierie est très importante. On passe autant d'heures d'ingénierie, de fabrication, de documentation, que d'heures de fabrication de composants dans l'atelier. Alors ça, c'est très important. Pour un projet, voilà, c'est équivalent, en nombre d'heures d'ingénierie, mais ça va aussi sur de la documentation, etc., que de fabrication elle-même. C'est ça, c'est vraiment une des spécificités de notre entreprise. Donc, on a aussi, pour améliorer nos compétences, on a une école de soudage en interne qui nous permet de former nos soudeurs et de les qualifier. Depuis la création de l'entreprise, on a livré près de 674 composants pour 106 réacteurs différents dans 11 pays. Hein, donc, on a une certaine expérience dans la fabrication des gros composants. Ok. Alors, dites-nous, dans votre usine, spécifiquement, cette usine de Saint-Marcel, 700 personnes, Framatome, quelle est la pertinence du programme Industrie du futur? Comment est-ce que vous allez l'appliquer? Comment est-ce que vous l'appliquez? Alors, sur le site de Saint-Marcel, donc qui est un site de fabrication, la priorité est donnée à la maîtrise de notre qualité et de notre performance, évidemment, mais surtout à l'amélioration des échanges d'informations entre les différentes parties prenantes. Notre objectif est d'améliorer notre conformité, le suivi de notre conformité, et donc nous souhaitons mettre en place notre rapport de fin de fabrication qui est quelque chose de très conséquent pour l'usine. Donc un rapport de fin de fabrication directement intégré à notre système et que l'on pourrait extraire en un clic. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement le rapport de fin de fabrication, c'est 81 classeurs. 81 classeurs de 500 pages chacun pour un générateur vapeur seulement. Donc voilà, c'est énormément de documentation qu'il faut rassembler, qu'il faut construire et qu'on remet à notre client. Donc c'est vraiment un des objectifs prioritaires, c'est d'être capable de sortir ce rapport directement du système, de dématérialiser la plupart des données et de digitaliser les informations. Nous avons aussi bâti une roadmap technologique qui permet d'intégrer de nouveaux procédés. Donc, je peux citer par exemple les cobots ou la réalité augmentée. Pour les cobots, la priorité est donnée à l'amélioration des conditions de travail de nos opérateurs. Et par exemple, nous avons en test des cobots pour les assister dans les opérations répétitives ou pénibles de meulage ou de soudage tube-plaque. Rappelez-nous juste ce qu'est un cobot.
Un cobo, bah, on va dire, c'est une technologie qui va nous permettre de faciliter le travail des opérateurs. C'est pas quelque chose qui remplace, hein, faut pas le voir comme quelque chose qui va remplacer les gens. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire passer. C'est vraiment pour les assister et pour les aider dans les opérations qui sont pénibles, vraiment pénibles. Très bien. Vous rencontrez des difficultés sur que le programme Industrie du futur pourrait aider à surmonter? Alors, les principales difficultés qu'on rencontre pour la mise en place de nouvelles technologies ou procédés, c'est forcément la taille de nos produits. Un générateur vapeur de type EPR, c'est 25 mètres de long, c'est près de 6 mètres de diamètre, 525 tonnes. Donc, c'est des choses lourdes, effectivement, très lourdes, conséquentes. Et forcément, on ne peut pas mettre en place toutes les technologies et procédés qu'on voit dans les entreprises de la série, de petite ou moyenne série même. Et c'est vraiment la taille de nos produits, nos process de fabrication aussi, et l'effet petite série, on n'est pas dans de la grande série, font qu'il est parfois plus difficile de mettre en œuvre des nouvelles technologies. J'imagine que voilà, simplement mettre une puce RFID sur la cuve du réacteur de 625 tonnes, ça ne résoudra pas le problème. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre alors aujourd'hui dans cette usine? Alors aujourd'hui, nous travaillons activement à mettre en œuvre justement des process et des technologies utilisées dans d'autres entreprises de moyenne et grande série, mais par contre en les adaptant à nos spécificités. Nous avons des actions engagées sur 3 axes. Un axe système d'information, un axe processus et un axe gestion du changement. Côté système d'information, on a 2 projets phares pour l'usine de Saint-Marcel. Le premier, c'est la mise en place d'un MES, Manufacturing Execution System, qui doit se mettre en place en 2019, normalement. Donc l'objectif de ce MES, c'est d'être capable de dématérialiser toute la documentation que l'on met au poste de travail, c'est-à-dire les spécifications, les instructions de travail pour nos opérateurs. Mais ça va aussi nous permettre d'être capable de relever en temps réel des paramètres au niveau de notre fabrication et aussi d'intégrer plus facilement toute l'information qui remonte de nos outils. Voilà. Le deuxième projet que nous mettons en œuvre, c'est un PLM. Le PLM doit se mettre en place d'ici la fin de l'année. Donc l'objectif du PLM, c'est d'être capable de mieux gérer en amont les exigences et surtout d'être capable de valider de façon commune les données d'entrée entre la conception et l'industrialisation. Donc, dans le cadre de ce PLM, nous allons mettre en place 3 types de nomenclature. C'est important pour nous. Au niveau de la conception, on va se baser sur une nomenclature as design, ce qu'on appelle le as design, hein, qui avec les grandes étapes de conception. Et une fois que les étapes de conception seront validées, on sera capable de faire notre nomenclature as plan, qui nous permettra de planifier nos composants. Et la 3e nomenclature que nous allons mettre en œuvre avec ce PLM, c'est le as built, qui va nous permettre d'assurer justement la traçabilité et la conformité de notre produit. Et tout ça va se faire dans un seul système. Et qui sera plus lisible et plus accessible. Beaucoup plus accessible à tout le monde. Bien sûr, très bien. Ça c'est pour la partie système d'information. Voilà. Pour la partie processus, l'objectif c'est l'amélioration des processus d'intégration de toute notre documentation de suivi, en utilisant justement les outils qui seront mis en œuvre. C'est aussi le renforcement de la mise en œuvre de standards, des standards produits, mais aussi des standards process. Essayer d'avoir des choses beaucoup plus standardisées pour améliorer notre performance en termes de qualité, coût, délai et surtout satisfaire notre client. Et le dernier point, c'est la conduite du changement. Oui, parce qu'il faut appliquer tout ça. Voilà, il faut appliquer tout ça. On est une usine de manufacturing avec beaucoup de papier, hein, il faut le dire. Hein. Donc, il y a ça, le passage à la dématérialisation et à la signature numérique représente vraiment un changement culturel très fort
qu'il va falloir faire passer. Donc il y a un projet qui est bien en œuvre, de façon à ce que cette conduite du changement se fasse le mieux possible. Et le deuxième point sur lequel on va travailler pour la conduite du changement, c'est l'intégration de toutes les parties prenantes, donc internes, on en a parlé, mais aussi externes. Oui, oui. Voilà, les clients, les partenaires. C'est ça. On a une spécificité, c'est que on a une présence très forte des représentants de nos clients et des autorités de sûreté dans nos ateliers. Et donc, il va falloir intégrer ces parties prenantes externes dans notre procédé et dans nos outils, de façon à être capable de dématérialiser totalement notre RFF. Ça, c'est important à comprendre. Hein. Vous êtes une usine dont les représentants des clients et de l'autorité de sûreté sont en permanence dans l'atelier. Ils sont représentés, ils sont là. C'est ça, c'est ça. Ils vérifient en permanence. Ils vérifient en permanence. On les convoque en permanence. Sur un générateur vapeur, par exemple, il y a plus de 2000 points de convocation des autorités de sûreté et de notre client. Et on comprend bien que si vous changez, il faut qu'ils changent avec vous. Il faut qu'ils changent avec nous. C'est bien naturel. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage. On termine avec vous, Damien Lovera. Chez Bocar, vous dirigez l'unité nucléaire. Présentez-nous un petit peu, quelques mots, votre entreprise, qui ne travaille pas que pour le nucléaire. Vous êtes le transverse de la table ronde, là. Voilà, vous avez des points de vue aussi sur les autres industries. Bonjour à tous. Oui, je représente un peu les ETI de façon générale. Bocar, c'est une ETI familiale qui ne travaille pas, bien sûr, que dans le nucléaire. C'est une entreprise qui va fêter ses 100 ans cette année, donc on est déjà à la 4e génération. Elle est représentée dans 35 pays. On est un peu plus de 3500 personnes aujourd'hui, donc avec plus de la moitié des effectifs qui sont aujourd'hui à l'étranger. Donc, pour vous dire qu'on est très orienté vers l'export. Elle travaille dans le domaine des EPC, gestion fluide. Donc, bien sûr, le nucléaire représente à peu près 25 à 30% de part de marché, mais on a aussi énormément d'activités dans le domaine food pharma, oil and gas et également système de biomasse, récupération de chaleur. Voilà, c'est un peu tous les sujets sur lesquels on travaille. Alors dites-nous à votre tour comment Bocar entre dans l'ère de la digitalisation. Alors aujourd'hui, on rentre dans l'ère de la digitalisation par une volonté forte de la direction de Bocar, parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui c'est la voie qui est privilégiée à la fois pour arriver à la qualité attendue et à la productivité attendue. Donc c'est vraiment les deux drivers qui font que on y va, et on y va aussi parce que, bien sûr, nos clients y vont, en particulier notre client historique qui est EDF, puisqu'on travaille avec eux depuis 50 ans. Et aujourd'hui, on est astreint finalement à avancer au même rythme et fournir les données, la base de connaissances nécessaires pour alimenter le système d'information en général qui sert à fabriquer les usines, qui sert à fabriquer les équipements qui constituent ces usines. Voilà. Donc la difficulté pour Bocar et pour les ETI qui font de l'EPC de façon générale, c'est de coordonner les activités entre elles. Je parle en particulier quand on passe de l'ingénierie jusqu'à la construction et au montage, on voit qu'il y a un certain nombre d'étapes, et en particulier des étapes de fabrication. Une usine de fabrication ne travaille pas de la même façon qu'une ingénierie ou que des équipes de montage. Elle a son propre rythme, elle a son takt time, elle a un certain nombre de spécificités, elle a besoin d'un backlog qui est plus important aussi. Donc on a mis en place, et ça fait déjà quelques années, des outils comme BocTrack, qui est l'outil de référence qui est partagé par l'ensemble des usines chez Bocar, qui est un système de traçabilité des informations de bout en bout, qui inclut non seulement les objets techniques, on parle dans ce cas-là de tuyauterie, de support, d'équipements de type cuve, mais aussi tous les processus et tout ce qui sert aussi à suivre la qualification et la compétence des personnes qui interviennent. Donc ça c'est quand même un élément clé et fondateur de la façon de travailler chez Bocar, c'est que tout le monde utilise le même outil et on a la capacité à tout moment de savoir où on en est dans la chaîne de fabrication, de conception, de fabrication et de montage. Très bien. Selon vous, est-ce que je peux vous poser la question, et je pourrais la poser plus tard à nos autres intervenants, la France est en pointe dans la digitalisation, alors dans le domaine du nucléaire? Alors si on regarde un petit peu en termes de nucléaire à l'étranger, on n'a pas aujourd'hui la force de frappe que peuvent avoir la filière française. On n'a pas
ni les outils, ni les compétences de façon aussi développée, même s'il y a on a parlé des États-Unis, c'est vrai qu'il y a des choses qui se font, mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y ait une compétence poussée justement dans les aspects de digitalisation. Il y a une vraie volonté en France de se développer, ça, nous on le ressent, en tout cas dans nos usines. Ce qu'on voit par contre, alors si on parle nucléaire, c'est comme ça. Par contre, si on regarde les autres domaines, en particulier oil and gas ou food pharma, on a plutôt l'inverse, c'est qu'on est plutôt en retard sur ce qu'on peut voir dans les usines de fabrication, typiquement, où on a des usines quasi automatisées dans les fabrications de tuyauterie. On le voit aux États-Unis, on le voit en Inde, on le voit en Chine. Donc, on voit bien qu'il y a un rattrapage à faire, qu'on peut bénéficier de ce que font les autres marchés, les autres métiers, et on doit pouvoir bénéficier de ces avancées-là pour justement se développer dans le domaine du nucléaire. Il n'y a pas de raison. On parlait de temps long dans le nucléaire, c'est vrai, mais on a du temps long dans l'aéronautique, typiquement. Un avion, ça se fait pas en 2 ou 3 années. Voilà. Donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire la même chose dans le domaine nucléaire que dans le domaine aéronautique. Et il faut vraiment que ça soit à tout bout de la chaîne, parce que comme je le disais, c'est bien d'avoir des exploitants qui ont des outils très élaborés, mais c'est vrai aussi que tout le monde, tous ceux qui fabriquent en amont, y compris les petites PME qui vont fabriquer l'élément indispensable pour faire marcher un réacteur, il faut aussi qu'ils soient dans la chaîne de connaissances et qu'ils fournissent les données techniques qui vont bien. Voilà. C'est quoi pour vous l'outil de demain qui peut bouleverser le métier? Jean-Christophe Patou nous montrait la réalité augmentée. Vous diriez quoi Alors, moi je dis, on est en train de vivre un peu ce qu'on a vécu dans les années 70 ou 80, lorsque les bureaux d'études sont passés de la table à dessin au système informatique, avec les outils de modélisation, de prédimensionnement. Là, il y a eu une vraie révolution dans les métiers. Je pense en effet, et je pense qu'on ne s'en rend pas encore compte, que la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la modélisation, on va dire de façon massive, sur la totalité des process, sera vraiment un changement. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus se passer de compétences dans le domaine, connaître les outils, savoir comprendre ce qu'il y a en amont et en aval de ce qu'on fabrique, et avoir ces outils en main qui nous permettent finalement d'avoir une vision globale de ce qu'on fabrique. Et ça, pour moi, on est en train de découvrir de nouveaux métiers, de nouvelles façons de travailler. On est vraiment au balbutiement, on est vraiment au démarrage. Et je pense que là, il y a un intérêt à ce que justement les nouveaux talents viennent pour nous pousser un peu là-dessus et qu'on avance dans ce domaine-là. Très bien, merci. Grégory Heinfling, après avoir entendu les différents points de vue de différents représentants de différentes usines, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion sur l'avenir? Qu'est-ce qui reste à faire? C'est quoi la priorité aujourd'hui? Alors je pense que le point d'attention, là, à quoi il faut faire attention. Je pense que maintenant tous ces outils, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la dynamique engagée, je dirais, sur toute la chaîne. C'est clair. Et sur des choses assez convergentes. Et je pense qu'aujourd'hui, mon collègue parlait de l'importance de caler d'abord les processus et les organisations. Et ce qui me semble un point clé aujourd'hui, c'est d'aller vers ce qu'on appelle l'entreprise étendue, c'est-à-dire de travailler beaucoup plus ensemble et avec des responsabilités beaucoup plus partagées sur toute la chaîne. Donc, depuis l'exploitant jusqu'au concepteur, jusqu'à l'entreprise qui va fabriquer les équipements. Et aujourd'hui, ces outils, justement, en particulier les jumeaux numériques, les outils tels que le PLM, nous ouvrent complètement la porte à l'entreprise étendue. Donc, pour moi, c'est l'étape aujourd'hui à atteindre. Jean-Christophe Patou, vous êtes d'accord avec ça? Il est fondamental de s'ouvrir à l'extérieur, de partager, de co-développer? Alors effectivement, en plus moi je viens également de l'industrie automobile, j'en ai pas parlé en introduction, et je pense que c'est déjà important de voir ce qui se fait à l'extérieur. Donc nous on essaye depuis plusieurs mois de faire énormément de benchmarking. On le fait avec effectivement les entreprises du monde du nucléaire, mais également on est allé chez Ariane, chez Airbus, chez PSA, chez Safran, chez Thales, et à chaque fois on a trouvé des choses très intéressantes chez eux qu'on pouvait appliquer chez nous et réciproquement. Donc c'est intéressant aussi. On peut être modèle. Oui, oui. Oui, il y a des sujets où ils nous disent oui, là vous êtes en avance sur nous. Il y a d'autres sujets où on se dit waouh, ils ont plusieurs années d'avance. Mais on voit que c'est quand même quelque chose d'assez récent, l'industrie du futur. Donc on trouve des bons exemples partout, on trouve à partager. Donc nous, on essaye de développer ces benchmarking, y compris en dehors de nos métiers traditionnels. L'autre point important, alors ça a été évoqué,
On essaye aussi de travailler avec les startups et les PME. On a vu tout à l'heure le procédé, l'application telle que conçue, telle que construite. C'était fait avec la société Diota. On travaille avec des challenges d'innovation, avec des PME, donc c'est important. On essaye de partager nos données, ça a été dit. On essaye aussi de faire du co-développement. Ça a été évoqué, de co-développer avec nos partenaires. Quand on parle de réalité virtuelle, c'est important de le développer, mais très souvent, dans nos usines, par exemple c'est le cas de l'usine de La Hague, on travaille, nous, avec plein de partenaires et de prestataires, et c'est important d'avoir, de partager nos outils et de les développer ensemble. On peut aussi développer des systèmes qui nous permettent de modéliser pour préparer nos chantiers. On développe des systèmes qui nous permettent de modéliser en 3D et même en 4D. Alors il y a les X et Y, les 3D classiques. 4e D pour nous, c'est la dosimétrie. De modéliser nos installations avant les interventions pour pouvoir les préparer ensemble avec nos partenaires. Donc voilà. Et on essaye également, pour s'ouvrir, de ramener des nouveaux talents dans l'entreprise, de recruter des profils différents, parce que ça nous amène une manière différente de penser, de travailler. Et on essaye de créer des écosystèmes pour qu'ils puissent être à l'aise et appliquer. Alors on a parlé de POC tout à l'heure. On essaye aussi de développer les modes de conception en test and learn fast pour pouvoir finalement très rapidement voir si ça marche, si ça marche pas, et puis après si ça marche évidemment déployer, parce que c'est ça qui est le plus important. Très bien. Damien Lovera, vous êtes le prestataire, vous êtes le fabricant. Vous nous avez parlé du partenariat interne chez Bocard, où vous nourrissez des pratiques des fabricants, enfin d'autres industries. Mais est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous appliquez du co-développement avec vos clients, avec vos sous-traitants ? Oui, alors j'ai quelques exemples. Bon, Bocard, dans le logo, dans le site, vous verrez, c'est marqué Alliance for Success. Donc c'est effectivement le besoin de travailler en coopération pour réussir et pour atteindre les objectifs. Moi, j'ai juste, à titre d'exemple, et on le voit sur nos projets EPR essentiellement, mais aussi avec le CEA sur RJH, de la coopération sur tout ce qui est interface, ordonnancement et gestion, ce qu'on appelle des clashs sur les modèles. On voit qu'on passe énormément de temps à travailler sur les modèles communs, que ce soit avec les autres corps de métier, je pense ventilation, GC, mécanique. On voit qu'il y a un vrai besoin de travailler en coopération, d'avoir des outils communs, de partager les processus pour qu'on puisse avancer de façon efficace. C'est une vraie difficulté aujourd'hui qu'on essaie de relever, c'est un vrai défi. Ça représente des milliers, voire des millions d'heures dans certains cas. Il y a un vrai enjeu à pouvoir mettre en place l'organisation qui va bien pour que les différents corps de métier puissent travailler ensemble. Voilà. Très bien. Merci. Je vous propose maintenant qu'on puisse échanger avec les participants de cette convention. Un micro circule dans la salle, on peut même en mettre un deuxième parce qu'on en a ici en nombre. On va prendre les questions une par une. Dans un premier temps, des questions concrètes. Je vous demanderai de bien vouloir vous présenter, de poser votre question brièvement en indiquant, s'il vous plaît, à qui elle s'adresse. Une première question, monsieur qui est ici. Voilà. Madame, au deuxième rang. Bonjour monsieur, on vous écoute. Bonjour, c'est monsieur Toumi de la société Atos. Bonjour monsieur. Je travaillais chez Horiware, j'ai travaillé chez EDF et Framatome il y a quelque temps. Le numérique, il est indispensable bien sûr, mais ce qui est indispensable aussi, c'est de réduire le décalage qu'il y a entre les usages, les mentalités que nous avons aujourd'hui et le numérique de maintenant. Donc il y a une part importante qui est le changement au sein même de l'entreprise. Est-ce que les salariés peuvent adapter ces nouvelles technos? Et puis est-ce que les responsables sont prêts à partager les data, les données? Le futur, c'est vraiment le big data. Avec le big data, on voit le futur. Mais est-ce que EDF, le CEA, Orano, Framatome sont prêts à partager toutes leurs données avec leurs partenaires? Voilà, c'est ça. Très bonne question. Grégory Enfig. Alors, chez nous, comme je le disais, pour la première partie de la question, ces initiatives, elles sont à 80% lancées par nos équipes. Ce sont nos équipes qui viennent nous voir. C'est vraiment les équipes terrain qui disent « Attendez, on peut faire beaucoup mieux. Là, il existe ci ou ça. Moi, je fais ça tous les jours. Voilà. Donc voilà. Donc ça vient vraiment du terrain. Donc le changement, il vient de toute façon de nos jeunes, il vient de nos équipes. Donc c'est par cela que c'est tiré.
C'est important de le structurer par un programme de transformation, mais c'est surtout l'incitation et la démonstration que leurs initiatives sont exploitées, sont valorisées, qui marchent vraiment. Sur le deuxième point, bien sûr, c'est vraiment le partage de données qui va nous faire avancer, et donc le partage sur toute la chaîne de données. Par contre, dans le nucléaire, ça nécessite d'être absolument sécurisé. Donc ces données ne peuvent pas se retrouver partout, bien sûr, pour des raisons de sécurité. Donc on a un travail à faire sur la cybersécurité qui a aujourd'hui énormément progressé, donc mais qui ne l'ouvre pas encore complètement. Donc le champ à travailler est encore ce point-là. Pour compléter sur la première partie de la question, on a parlé des changements de mode de management, et finalement ça change le rôle du manager. Le manager qui était à un moment donné celui qui avait les données, qui les distribuait, etc., c'est plus son rôle maintenant, puisque les données, au moins à l'intérieur de l'entreprise, et effectivement même à l'extérieur de manière sécurisée, elles doivent être partagées. Et le rôle du manager, et c'est ça qu'on essaie de développer dans notre projet de transformation, ça devient de créer les conditions pour que les équipes puissent travailler ensemble, travailler de manière efficace, et puis effectivement les aider quand il y a besoin, ou quand il y a une difficulté, mais surtout de leur laisser des espaces de développement, des espaces de créativité, pour qu'on puisse évidemment inventer l'industrie de demain. Donc c'est un changement de rôle managérial, et c'est aussi pour ça que notre projet de transformation, en tout cas chez Orano, il est avant tout un projet de transformation managériale. Merci. Une question suivante. Lancez-vous. Une question pour nos intervenants sur cette question. Voilà, madame ici au deuxième rang. On va vous apporter un micro. Bonjour madame. Bonjour, Emmanuel Galichet du CNAM. On a parlé beaucoup de transformation technique des usines, techniques managériales. Il faudrait aussi qu'on discute profondément des talents de demain, comment on les forme, comment on forme les utilisateurs et les concepteurs des nouvelles technologies de demain. Comment on les attire aussi. Comment on les attire, mais les attirer, il faut savoir aussi après bien les former. Alors au CNAM, je pense que tout le monde connaît à peu près le CNAM, formation professionnelle tout au long de la vie. On réfléchit très, très profondément effectivement à cette formation de demain, et je porte un projet pour le CNAM de campus industriel numérique, vraiment être à la croisée de la recherche, de la formation et de l'industrie. Il faut absolument qu'on retrouve l'idée, comme aux États-Unis, de la formation au centre de l'entreprise. Et je voulais savoir ce que vous en pensez sur cette thématique. Grégory Henfling. La formation en continu chez nous, EDF, c'est vraiment dans nos gènes, hein, puisque déjà, initialement, c'est une entreprise qui embarquait ses propres écoles de métier. Et on a énormément de nos équipes qui progressent, même voilà, des gens qui se retrouvent dans les directions, des cadres qui sont issus du collège exécution. Donc c'est quelque chose qui est particulièrement ancré chez nous, et particulièrement chez nous exploitants. Donc on est complètement ouvert, bien sûr, à cela. En complément, comme je l'ai dit, nous, on essaye effectivement de développer alors d'abord des formations beaucoup plus digitales, d'une part parce que ça nous permet effectivement de de toucher les gens beaucoup plus facilement, de toucher l'ensemble de nos collaborateurs plus facilement, de mettre à jour nos formations plus facilement également, et on essaye de les développer en partenariat. Donc, parce que effectivement, on n'a pas forcément nous la capacité de création de toutes les formations, et donc quand j'ai dit qu'on fait des benchmarking, on fait aussi du benchmarking dans le domaine de la formation et dans la manière de comment on peut créer des programmes, transmettre les compétences et changer les manières de travailler. Donc, on est totalement ouvert à ce type de collaboration. Damien Lovera et Nathalie Masson, vous avez aussi peut-être une réponse à cette question. Vous êtes des fabricants, vous employez des gens que vous formez, mais vous employez aussi des gens qui ont une formation initiale. C'est ça. Alors oui, effectivement, je pense qu'il est très important d'avoir des partenariats entre les entreprises et les écoles, tous les types d'écoles. C'est souvent, enfin, dans nos métiers, c'est difficile de trouver la bonne compétence, et je pense que des partenariats et aussi favoriser tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est alternance, ça serait un plus dans nos métiers, et ça permettrait d'avoir moins de difficultés à recruter. Vous êtes d'accord, Damien Lovera ? J'imagine. Tout à fait. On a un gros effort qui est fait sur la formation. Bon,
il y a énormément de turnover, enfin d'activités dans le domaine de la fabrication pour le nucléaire, et on n'est pas loin du millier de personnes aujourd'hui qui sont recrutées régulièrement par Bocard. On fait aussi beaucoup de parrainage. Donc là, ça c'est quelque chose qui est déjà depuis ancré dans nos gènes. Moi, je suis moi-même parrain d'une élève qui est sur l'INSA Lyon. On voit que ça apporte aussi énormément en termes de relations avec les écoles, et on peut justement on peut les aider à bâtir aussi des programmes de formation, de sensibilisation sur le nucléaire. Typiquement, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. Donc il y a vraiment cet effort-là, et on essaye, nous, d'être assez moteur plutôt dans la région, donc Rhône-Alpes-Auvergne, pour justement promouvoir cet esprit de coopération, et on a des actions avec, que ce soit avec l'AIFEN ou avec d'autres organismes nucléaires, pour justement promouvoir cet état de fait, et c'est vrai qu'on constate qu'il faut qu'on soit beaucoup plus visible vis-à-vis des jeunes pour qu'ils soient attirés vers ces métiers qui aujourd'hui ne sont pas très attrayants malheureusement. Merci madame pour cette intervention. On comprend bien en effet que c'est intéressant de changer à l'intérieur de l'entreprise, de bâtir l'usine du futur de l'intérieur, de la conduite du changement, tout ce que vous avez dit, mais il faut aussi que voilà, les nouveaux entrants sur ce marché, sur ce travail-là, il faut qu'ils soient formés aux mêmes méthodes. Une question suivante, peut-être par ici. Alors voilà, la première main d'abord, et puis je retiens la dame là-bas. Monsieur, bonjour, on vous écoute. Oui, bonjour, Jean-Roch Gavamian, Société Nex. Par rapport à tout ce qui est innovation, très souvent, on peut avoir des idées, comme vous le dites, ça viendrait côté terrain, avec des techniciens, des ingénieurs, donc ça peut être disruptif. Or, depuis 15 ans que je regarde l'évolution des modes d'acquisition, surtout des prestations intellectuelles, on voit que les mécanismes de sélection basés principalement sur des critères de prix est plutôt un frein à faire de l'innovation. Ça veut dire que vous devez absolument faire le strict minimum pour pouvoir passer les barrières. Alors qu'il y a quelques années, si vous étiez astucieux, que vous aviez une bonne idée et que vous pouviez démontrer l'intérêt que ça pouvait présenter, vous pouviez passer et vous travailliez. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Donc, par rapport à ce que vous avez dit, il y a des barrières psychologiques. Aujourd'hui, on a une barrière forte au niveau financier, même si on comprend que les temps sont durs. Mais quelquefois, il y a des innovations technologiques qui peuvent faire gagner de l'argent, mais au-delà du spectre juste de la prestation, mais des travaux et des implications qui sont derrière. Et ce dialogue a beaucoup de mal à passer aujourd'hui. Et c'est un changement concret que vous avez constaté? Ah oui, hein, clairement. Oui. Qui peut répondre? Monsieur Henflig, EDF. Alors, là, je vais prendre ma casquette précédente, donc où j'étais à Marseille à la DIP2, où donc on fait énormément d'externalisation de prestations intellectuelles et donc de conception. Et effectivement, on avait fait nous-mêmes ce constat, et il y a eu sur les 2 dernières années, donc c'est assez frais, donc on en a encore aux expérimentations, pour être franc, mais donc de l'utilisation des nouveaux modes de contractualisation, enfin pas forcément nouveaux dans le monde, mais nouveau pour EDF, donc qui utilise par exemple le dialogue compétitif, typiquement, c'est une des voies très prometteuses pour justement mieux intégrer toutes les propositions qui peuvent être faites par les prestataires, par les fournisseurs, les partenaires, que ça soit au stade de la conception ou au stade de la réalisation. Donc c'est vrai qu'on a eu un peu cette tendance assez conservative, à recherche de performances financières qui restera toujours nécessaire. Mais on a vu qu'elle allait se chercher effectivement aussi sur des ruptures parfois, et surtout la prise de conscience a été que c'est nos fournisseurs qui peuvent nous amener les meilleures solutions souvent, et surtout les solutions qu'eux maîtrisent, et donc qui vont pouvoir réaliser le plus facilement, le plus efficacement. Donc voilà, ça commence à bouger. Donc concrètement, vous conseillez à monsieur de continuer sur cette voie, de continuer sur cette proposition-là, voilà. De ne pas se décourager. Non mais c'est intéressant. Merci. Il y a une dame qui avait une question juste derrière. On vous écoute. Il nous reste une petite dizaine de minutes sur cette table ronde. Bonjour madame. Bonjour, Nathalie Rupa, EDF R&D, et je suis aussi membre de l'Institut Tripartite, donc la R&D collaborative entre CEA, EDF et Areva. On en parlera dans la table ronde 2, effectivement. Voilà, tout à fait. Ma question, elle est en lien aussi avec la compétitivité. On a vu au travers des divers exemples là qui ont été évoqués qu'il y avait d'énormes synergies en fait. On a vu des exemples de solutions qui sont appliquées à des choses et à des enjeux un petit peu différents, mais qui ont beaucoup de choses en commun. Donc les solutions en tant que telles, la question du partage de données aussi. Et donc la question
que je me posais, c'est comment on peut faire, comment on peut s'organiser pour finalement avoir plus de performance et de compétitivité et trouver de la synergie et pas chacun développer nos solutions dans notre coin. Voilà. Merci. Alors, on tâchera d'y répondre dans la table ronde numéro 2, mais on peut peut-être déjà avoir un aperçu. Jean-Christophe Patou, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, d'abord, en termes d'organisation, il y a un point qui est important, c'est de savoir ce qu'on veut faire d'un site industriel. On a parlé tout à l'heure, on a parlé de plein d'idées, on a parlé de POC, etc. Mais c'est important au niveau d'un site industriel, où on a des grands sites industriels à La Hague, au Tricastin, d'avoir une cohérence d'ensemble. Oui, on est dans l'usine, là. On est en train de développer dans nos usines, ouais, mais c'est important de partir de là, parce qu'il faut partir du terrain. Des schémas directeurs industriels, on a parlé tout à l'heure avec Philippe Varin de schémas à 5 ou 10 ans, c'est ce qu'on essaye de faire, qui intègre effectivement toute cette transformation numérique et cette transformation 4.0. Et une fois qu'on a ça, parce que ça donne de la cohérence et ça lie finalement tous nos projets avec ce qu'on fait sur le terrain, l'autre point c'est effectivement, comme on a énormément de partenariats, on a énormément d'intervenants dans ces sites, de les construire ensemble. Une fois qu'on a de construire ensemble le comment on arrive à cette vision. La vision, elle doit être effectivement donnée par l'exploitant, par le manager du site, qui doit dire, voilà, mon site, dans 10 ans, il sera là, il aura telle performance, telles activités, telle méthodologie. Mais après, le comment, il se construit, évidemment avec les collaborateurs du site, mais avec tous les partenaires. Et je pense que c'est à travers ces modes de travail-là qu'on peut travailler mieux ensemble et qu'on peut développer certainement des synergies plus fortes que ce qu'on a aujourd'hui ensemble pour l'avenir. Très bien, merci. Bien, on en parlera tout à l'heure de cette organisation de la R&D. Alors j'ai une question de monsieur qui est ici, enfin, qui se lève, et après j'ai repéré monsieur aussi. Bonjour, nous vous écoutons. Bonjour, Jean-Louis Ricot à Système. Dans la chaîne de valeur du nucléaire, il y a un acteur incontournable, ce sont les autorités de sûreté. C'est vrai. Et dans la façon de transformer l'industrie, leur capacité à s'adapter à tout ce que vous avez évoqué me paraît essentielle. Et donc, sans particulariser sur tel ou tel pays, dans la mesure où des projets internationaux existent avec la Chine, avec l'Inde, avec le Japon, avec d'autres, comment voyez-vous finalement la capacité des autorités de sûreté internationales et nationales à accompagner le mouvement que vous venez de décrire? Merci pour cette question très intéressante. Effectivement, encore une fois, le changement, on emmène tout le monde, la formation aussi, mais on emmène les gens qui sont concernés par nos productions. Et alors là, l'ASN, pour la France en tout cas, elle est au premier rang. Grégory Enfling. Difficile d'y répondre globalement, et puis surtout de parler pour eux, mais un petit témoignage quand même. Je trouve qu'ils ont également conscience de la nécessité de pouvoir se concentrer sur les instructions à enjeu. Donc déjà, il y a une évolution là, réglementaire hein, par un décret, un nouveau décret modification qui amène à ce qu'ils se concentrent sur ces modifications, sur ces dossiers en jeu, et puis qui laisse à EDF beaucoup plus de la responsabilité sur les dossiers plus récurrents, plus classiques. Et sur ces dossiers en jeu, ils ouvrent également la porte parce qu'ils ont un problème de charge, hein, très clairement également, à changer leur façon de travailler et à s'orienter beaucoup plus sur la donnée. Donc le témoignage que je pourrais faire, c'est qu'ils nous ont complètement ouvert la porte sur le volet, par exemple, de l'examen des modes opératoires des essais périodiques, qui avant passaient par l'envoi de caisses de papier qu'ils examinaient complètement. Et là, ça se traduit par un tableau numérique dans lequel simplement ils valident de leur côté leur accord sur les étapes essentielles des examens périodiques. Donc ils s'ouvrent également à ça. Par contre, plus globalement, enfin j'en ai le sentiment, mais plus globalement que ça, je ne pourrais pas répondre. Nathalie Masson, vous avez dit tout à l'heure que, voilà, très concrètement, dans vos usines, il y a des représentants de l'ASN. Comment est-ce que vous allez les emmener dans ce changement vers l'usine du futur ? Alors, dans tous les cas, il va falloir les embarquer avec nous, hein, puisqu'on ne pourra pas évoluer vers l'usine du futur et la dématérialisation sans embarquer notre client et les autorités de sûreté. Donc, il y a des projets pour les contacter, pour
pour voir leurs besoins réellement. Ce que je peux dire, c'est que d'une usine à l'autre, les pratiques sont un peu différentes. Je pense qu'ils peuvent aller vers la digitalisation, il n'y a aucun souci. Sur certaines usines, ça se fait déjà. Après, voilà, il va falloir travailler avec eux. Damien Lovera. Oui, moi juste par rapport à mon expérience, c'est que en fait il y a plusieurs ASN, il y a plusieurs autorités malheureusement. C'est-à-dire que quand on est en Chine par exemple avec la NNSA, on va se retrouver avec une toute petite structure qui va vraiment déléguer les opérations dans les usines de fabrication. Si on regarde les anglo-saxons avec la NRO par exemple, on va se retrouver avec quelque chose où on est plutôt pragmatique. C'est quel est l'engagement que vous avez et comment on vérifie. Qu'est-ce que vous donnez comme outil pour vérifier que vous avez bien tenu vos engagements? Si on regarde l'ASN, on est plutôt dans un contrôle avec plus de points d'arrêt, quelque chose de beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus séquentiel. Voilà, donc il y a plusieurs ASN. La difficulté, c'est qu'il faut composer avec l'ensemble et donc on n'aura pas forcément la même réaction face à chacune, quoi. Et c'est ça la difficulté aussi, c'est que si on veut s'embarquer dans la digitalisation, on n'ira pas à la même vitesse suivant qu'on est dans tel ou tel pays. Merci. Une question, peut-être la dernière, on va voir. Monsieur qui est au centre, si on peut lui apporter un micro. On va vous le faire passer par ici. Voilà, il arrive de main en main sur l'usine nucléaire du futur qui se réinvente. Bonjour monsieur. Bonjour, je suis Roger Seban, consultant en Nuc Advisor. Bon, j'ai fait ma carrière à EDF. Bon, quand je voyais le titre d'usine nucléaire, je voyais aussi usine en construction. Donc je crois que ma question c'est plutôt pour le représentant de Bocard et de Framatome, puisque vous êtes aussi fabricant et monteur. Quand vous allez sur un chantier de construction, moi ce qui m'a toujours étonné, j'ai passé pas mal d'années dessus, c'est les temps d'attente. Et donc vous allez quelquefois dans beaucoup de salles, il ne se passe rien, vous dites mais pourquoi ça ne monte pas? Donc ma question c'est d'essayer de comprendre ce que vous mettez en œuvre, aussi bien Bocard que Framatome, puisque vous êtes monteur, pour réduire les temps, réduire les opérations, parce qu'on consomme énormément d'heures, je dirais, d'attente, que ce soit du matériel, que ce soit des spécifications, traitement d'anomalies, etc., etc. À mon avis, c'est une source d'économie considérable dans tous les domaines de la construction des chantiers nucléaires, quels qu'ils soient. Merci. Damien Lovera. Là-dessus, je vais donner deux axes sur lesquels on travaille, en tout cas chez Bocard. Le premier, c'est de fabriquer, de souder, de préparer le maximum en amont. Donc finalement, l'objectif, c'est quand on arrive sur le chantier, on n'a quasiment rien à faire. C'est-à-dire qu'on monte les derniers ISO, les derniers spools, et on a 2-3 soudures qu'on va ensuite tester à 100%. Donc ça, c'est l'objectif, c'est de maximiser tout ce qu'on peut faire en termes de préfabrication pour éviter justement d'avoir à passer du temps. Et on sait que ça nous coûte très cher de faire du montage sur site. Donc on va essayer de faire ça. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire sur l'EPR donc de Hinkley Point, typiquement. Ça fait partie des objectifs. Mais c'est également vrai pour les autres projets. Le deuxième axe, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la modélisation 3D, c'est-à-dire là également travailler le maximum en amont sur l'identification des difficultés qu'on pourra avoir sur site à travers alors ça peut être de la simulation, mais aujourd'hui c'est plutôt on compare nos modèles avec les autres corps d'État. Typiquement, on va faire ce qu'on appelle du scan 3D, c'est-à-dire qu'on va mettre des équipements de télémétrie, enfin de mesure dans les salles pour s'assurer que finalement le tel que construit est équivalent au tel que conçu, hein, en termes de voile béton, de position des supports, des choses comme ça. Voilà. Donc ça nous aide aussi en amont pour éviter d'avoir à refaire des choses quand on arrive au niveau du montage. Et donc on va gagner ce temps-là. Ça n'empêche qu'on a toujours ces temps d'attente qui sont importants, qui sont inhérents à l'activité. On voit qu'on a beaucoup de réunions, typiquement de coactivité le matin, qui nous prennent un peu de temps, mais qui sont impératifs parce qu'on est nombreux sur un site. On voit que les salles, malheureusement, les salles sont de plus en plus petites dans les centrales nucléaires. Il y a le coût du béton qui est élevé, et donc on a eu une tendance jusqu'à présent à réduire la taille des salles. Donc ça fait qu'on a plus de difficultés à rentrer le matériel, à l'installer et à travailler ensemble dedans. Donc voilà, juste pour vous donner les deux exemples sur lesquels on travaille. Merci. Nathalie Masson, très rapidement, pour répondre à cette question.
Alors, au niveau de la fabrication, effectivement, on a également des temps d'attente importants. On est sur une fabrication très manuelle, hein, aussi, il faut dire. Donc, au moindre problème, si rien n'a été anticipé en amont, on peut avoir des temps d'attente. On a aussi, enfin, nous, de notre côté, on travaille beaucoup sur optimiser notre ordonnancement de façon à éviter ces temps d'attente au maximum. À essayer de travailler aussi sur les compétences, puisque parfois l'attente vient d'un problème de compétences qui n'est pas disponible au moment où on en a besoin. Donc on travaille beaucoup sur la formation et oui, sur tout ce qui est planification et ordonnancement, il faut vraiment qu'on s'améliore là-dessus. Et le MES, j'espère, nous permettra de faire ça. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin de cette table ronde qui s'achève. Merci Grégory Henfling, Jean-Christophe Patou, Damien Lovera, Nathalie Masson. Merci à vous de votre attention.